Erwan Kérodi, bonjour, merci d'être là. Vous êtes un champion français de la Next 40. On dit souvent qu'on a beaucoup de défauts en France. Aujourd'hui, on a envie de célébrer ceux qui réussissent. Alors, le Next 40, ce sont les entreprises, c'est la valeur des entreprises, de la technologie, du numérique. Votre entreprise, vous l'avez créée en 2013. Vous employez 120 personnes aujourd'hui. Vous avez 100 clients dans le monde. Et on va comprendre avec vous que la cybersécurité, c'est pas simplement un gadget, c'est un véritable outil de souveraineté. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tech 40 ou la Tech 40, si vous préférez? Quelles entreprises ça concerne? Ce sont des entreprises dont la valorisation est supérieure à 1 milliard d'euros ou, ça n'est pas cumulatif, ou des entreprises qui ont levé plus de 100 millions de fonds ou des entreprises dont la croissance annuelle est supérieure à 30%. Voilà. Alors, il y a ceux qu'on connaît déjà, Doctolib, Frishti. De temps en temps, on commande des paniers repas chez Frishti. Mano Mano, hein, les gens qui aiment le bricolage, le commerce, etc., les tournevis et le reste, vous faites le geste, c'est très bien, connaissent Mano Mano. Et puis il y a Deezer que nos enfants écoutent. Et il y a donc les nouveaux venus dont vous êtes. Il y a aussi Hitch, qui est un spécialiste de la mobilité, Lydia, qui fait dans la fintech, et le média Brut. Bien, le média Brut, c'est un média sur lequel d'ailleurs le président de la République s'est exprimé récemment. C'est une formidable aventure que la vôtre. Vous êtes parti d'une idée qui était simple, qu'il fallait se protéger. C'est ça, qu'il fallait protéger les entreprises, les collectivités des attaques cybernétiques, que la délinquance, la criminalité avait changé de nature et que c'était un véritable outil de souveraineté pour nous. Alors exactement, Pascal. Le concept de base, c'est qu'effectivement, il faut se protéger. Aujourd'hui, la menace a changé de camp. Une banque se fait plus braquer en physique, elle se fait braquer sur Internet au quotidien. Voilà. Donc, c'est important que les attaques cyber on se protège contre ça. Mais l'ancienne façon de considérer la cybersécurité, c'était de construire un périmètre autour d'une société. Ouais. On mettait les château fort. Ouais. Exactement. Firewall, antivirus. On a vu Maginot ce que ça fait. Hein, les périmètres, on peut les contourner. C'est la même chose. C'est comparable avec Maginot. C'est comparable. Pourquoi? Parce que ce qui a permis à l'époque de Maginot, c'est en fait la flexibilité et l'agilité des troupes de contourner en fait. C'est ça. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les grands groupes aujourd'hui, parce que le périmètre n'existe plus. Le périmètre est complètement flou parce que le cloud, parce que chaque personne qui est en remote chez elle, en télétravail, détient des informations importantes, parce que vous demandez à n'importe quelle entreprise du CAC 40 combien ils ont de fournisseurs, ils sont incapables de vous répondre, et c'est normal, c'est diffus, et les fournisseurs ont eux-mêmes des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Et en fait, tous ces gens ont accès à une information sensible, et tous ces gens sont un point d'entrée pour les attaquants, parce que quand on regarde n'importe quel attaquant, il suit toujours la même méthode. Alors, je vais vous donner une technique aujourd'hui, je vais révéler un secret. Ça s'appelle la kill chain, ça a été théorisé. Il y a différentes étapes, il y en a 5, mais en vrai, je vais la synthétiser à 3. Étape numéro 1, ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est un peu militaire, hein. On va chercher partout dans le monde ce qui est disponible. Étape numéro 2, j'ai trouvé ça et ça qui semble intéressant. C'est particulièrement sensible. Et puis en plus, ça, c'est facile d'accès. C'est ça que je vais attaquer. Et donc ça, c'est l'attaque. Et en 3, à l'intérieur du château fort, on ne s'est pas aperçu qu'il y avait une brèche? Alors, à l'intérieur, oui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les informations les plus sensibles, maintenant, elles sont plus facilement accessibles à l'extérieur. Et elles sont tout aussi sensibles. Chez Cyber Angel, on trouve 9 alertes sur 10 que l'on envoie qui viennent notamment de fournisseurs. C'est une espèce de cheval de Troie, c'est ça? C'est-à-dire le criminel rentre par le fournisseur, c'est ça, dans une entreprise? Exactement. Prenons 2 exemples rapidement. Target aux États-Unis, qui est le grand carrefour américain, on va dire, ou alors Facebook récemment. Les deux ont connu des attaques dévastatrices. Il y en a une, c'était tous les systèmes de paiement qui ont été volés chez Carrefour. Et chez Facebook, c'est toute une base de données de 100 millions d'utilisateurs. On retient Carrefour, on retient Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? C'était on retient Target, pardon, pas Carrefour. Ouais. Pour Target, c'était le fournisseur de climatisation qui avait été piraté, qui avait accès à des serveurs de Target, et ils sont rentrés là-dedans. Pour Facebook, c'était le fournisseur de celui qui enrichissait la base de données de Facebook d'autres informations. Donc les attaquants aujourd'hui, ils vont plus attaquer la banque, ils vont attaquer les fournisseurs de la banque. Ouais. Alors, on va comprendre que c'est absolument essentiel. J'allais vous dire par le passé...
les voyous respectaient un certain nombre de lignes rouges. Eh bien, on va voir dans ce reportage que ça n'est pas le cas. L'hôpital de Dax a été victime cette semaine d'une cyberattaque. Alors, il n'y a pas de conséquences cliniques, mais ça a été quand même compliqué pour y faire face. Ça a mis en défaut notamment tout le système informatique et les rançonneurs, aujourd'hui, parce qu'il faut parler de rançonneurs, réclament, ça va peut-être vous faire sourire, une grosse somme à l'hôpital de Dax pour remettre en route le système. En paiement, en échange de quoi l'hôpital de Dax paierait non pas des dollars, mais des bitcoins. Tout ceci est résumé par Alexandra Durand. À l'accueil des urgences, les employés ont ressorti les papiers et les stylos. Depuis mardi, leur ordinateur n'est plus accessible. Là, j'ai les pompiers qui viennent de nous amener un monsieur, mais il me manque pas mal de papiers, pas mal d'informations que je n'ai pas et que je ne retrouverai pas. Les chimiothérapies et radiothérapies ont dû être annulées. Le logiciel utilisé est hors service. Au bloc opératoire, c'est la stérilisation qui est informatisée. Résultat, les interventions non urgentes ont été reportées. L'ensemble de l'activité programmée du bloc opératoire a été annulé hier. Ça a été décidé en cellule de crise hier et donc toutes les interventions d'aujourd'hui ont été déprogrammées. L'origine de l'attaque reste pour l'instant inconnue. Seule certitude, les fichiers n'ont pas été volés, mais ils sont inaccessibles. Les auteurs réclament désormais une rançon. Il y a en contrepartie, pour nous donner une clé de déchiffrage, une rançon qui nous est demandée sous la forme d'une monnaie aujourd'hui de l'époque, le bitcoin. Vous demandez combien ? Plusieurs centaines de milliers d'euros. L'hôpital refuse de payer et estime qu'il faudra au moins 2 semaines avant un retour à la normale. Numéro 2 du FBI. Alors, Erwan Kirauti, l'hôpital de Dax a survécu, c'est malade aussi, tant mieux, mais qu'il s'agisse d'une collectivité ou d'une entreprise, est-ce que ça peut être mortel ? Il y aura des morts cyber un jour. Il y a une espèce de guerre géopolitique, une guerre froide, hein, pour être très clair, mais active, entre les grands pans, les grands blocs dans le monde, principalement États-Unis, Russie, Chine. La France, l'Europe plutôt est au milieu, en train d'essayer de calmer tout le monde, même si l'Europe est quand même assez forte quand même, hein, dans le domaine. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie guerre froide. Et par exemple, les Russes ont fait passer des messages auprès des Américains en disant, à un certain moment, il y a 2 ans, on a infecté quasiment toutes vos usines électriques. Ils s'en parlent entre eux. Non, c'est par presse interposée. C'est-à-dire que un grand groupe de hackers inconnus a infecté toutes les usines électriques aux États-Unis, ce qui permet éventuellement d'éteindre l'électricité aux États-Unis. Ouais. Ah d'accord, bon, on va faire un peu la même chose de l'autre côté, et ils se font passer des messages à travers la presse. Et donc on sait qu'aujourd'hui, un peu la planète économique est prise un peu dans en dommage collatéral de ces grandes attaques, et puis il y a aussi des groupes malveillants qui sont là, des malfrats, la mafia, hein, qui cherchent à faire de l'argent. Donc vous prenez tous ces gens-là qui s'amusent sur Internet en fait à se faire de l'argent ou à se faire du mal ou à se manipuler. Un jour, enfin les victimes économiques, elles existent déjà, parce qu'il y a des fuites de données qui coûtent régulièrement des centaines de millions de dollars à des entreprises. Un jour, il y aura également des morts physiques cyber, c'est évident. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de hacking sur les virus, sur les vaccins antivirus ? Alors, la réponse est oui. Pour être très simple, c'est que nous, on a été au cœur d'une des plus belles histoires qui n'a pas été complètement divulguée. Donc, je vais vous en donner un petit morceau. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est l'un des grands fournisseurs de vaccins contre le coronavirus dans le monde, et principalement américain. On a déjoué une attaque à plus de 111 millions de dollars le 24 décembre. On a travaillé avec le FBI jusqu'au 30 décembre. Et tous les serveurs ont été saisis. Et c'était très probablement une attaque d'ailleurs sponsorisée par un État qui essayait en fait de récolter des millions d'informations personnelles de tous les Américains en leur disant « Ah, vous voulez vous faire vacciner ? Enregistrez-vous sur le site internet, qui est un faux site internet, et au passage, donnez un peu d'argent. » Donc il y avait aussi une visée fiduciaire, si je puis dire. Il y avait les deux, ouais. Ouais, bon. Alors, selon Proofpoint, 9 entreprises sur 10 ont été victimes d'une cyberattaque en 2020. Je vous avoue que quand on a découvert ces chiffres, on est un petit peu tombé de la chaise, parce que 9 entreprises sur 10, ça fait pratiquement la totalité. Ça veut dire que c'est un phénomène universel aujourd'hui. Il ne faut pas compter, passer à côté. Non, aujourd'hui, ça fait partie de la vie normale d'une entreprise de prendre ce risque en compte. C'est pour ça que régulièrement, je parle avec des CEO d'entreprises du CAC 40, par exemple, pour échanger sur la cybersécurité, parce que, on fait partie du Next 40. On va en dire 2 mots, oui. Donc, du coup, on a des fois, mes clients en ça sont des grands groupes français
on perd quasiment jamais de clients. Ils sont extrêmement contents parce que des alertes qu'on trouve, mais à un moment, ça remonte au CEO qui dit mais attendez, venez voir là, c'est quoi cette boîte qui nous trouve des trucs qui sont terrifiants en dehors du périmètre de ma société et tout. Et en fait, en discutant avec eux, on leur explique que c'est pas leur faute en fait. C'est le cas de l'ADN de tous les grands groupes du monde parce que, comme je vous l'ai dit, tous les grands groupes ont du cloud, tous les grands groupes ont des employés, tous les grands groupes ont des fournisseurs. Aujourd'hui, on doit vivre avec cette menace et se protéger. Et c'est pour ça que Siebel Angel est là. Donc le cloud, on va répéter ce que c'est. Le cloud, ce sont des nuages dans lesquels on va loger, ce sont des fermes informatiques, c'est ça, dans lesquels on va loger en réalité des données. Alors, on estime qu'elles sont protégées. Au passage, il y a une petite guerre d'influence entre les grands blocs économiques, comme vous le dites. Hein. Il y a aux États-Unis une loi qui s'appelle le Patriot Act. Vous avez logé une société française ou une société européenne a logé des données. Les Américains pourraient très bien considérer que c'est lié à la sécurité des États-Unis et venir piocher. Donc c'est un vrai danger aujourd'hui. La guerre, elle a été physique, d'abord sur le champ de bataille. Elle a été nucléaire. C'est un peu ce que vous racontiez, la dissuasion. C'est je te tiens par la barbichette. Hein. C'est un peu ça. Aujourd'hui, elle est cybernétique. Exactement. Ce qui est intéressant dans le parallèle, on va filer la comparaison qui est très bonne, hein, Pascal. Le cloud, c'est du stockage de données en 1 et en 2, c'est de la capacité de calcul. Pourquoi ? Pour faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle ou de machine learning. Aujourd'hui, le stockage coûte plus très cher, la capacité de calcul coûte très cher. Et l'intelligence artificielle, c'est en fait aujourd'hui l'équivalent du nucléaire, de l'atomique de l'après-guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, on cherchait des atomistes. Aujourd'hui, on cherche les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Siebel Angel a été créé, mon cofondateur, qui est également mon frère, Stéphane, qui a été chercheur justement en intelligence artificielle à Helsinki, en France et à Helsinki. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on voit que le cloud, c'est intéressant d'un point de vue global, mais qu'en fait, derrière, il y a un enjeu géopolitique mondial. Considérable, ouais. Considérable, et aussi l'AI est derrière un énorme levier. Voilà. Alors, quelques exemples d'entreprises qui ont été hackées cette année. Bouygues Construction, le transporteur CMA-CGM, c'est essentiel, parce que c'est le lien logistique, souvent entre la Chine et la France. Vous savez que s'il y a une rupture, ce sont nos usines qui s'arrêtent. Donc on voit bien qu'il y a des dégâts économiques qui sont collatéraux. Et puis des villes comme la ville d'Annecy ou la ville de La Rochelle. Je relève aussi que le volume d'affaires traité par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a été multiplié par 4. On en parle très peu. Peut-être que ceux qui nous suivent aujourd'hui se disent « mais ils nous racontent une belle histoire ». Pas du tout. C'est maintenant tout ça. C'est maintenant à tel point donc que nous avons en face de nous des systèmes extrêmement organisés. Ce ne sont pas quelques hackers, quelques étudiants en mathématiques qui sortent de la fac. Pas du tout. Ce sont des groupes criminels qui ont décidé simplement de réaliser des hold-ups cybernétiques. Exactement. Et c'est complètement organisé, structuré. Ça ne s'arrêtera pas. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe du business de Siebel Angel, c'est de trouver des alertes pour des grands groupes internationaux. France, Angleterre, Allemagne, États-Unis, on a des clients au Japon, au Moyen-Orient, enfin partout dans le monde. Tout le monde a le même problème. Mais en fait, c'est un abonnement, c'est-à-dire que tous les mois, tous les ans, nos clients reviennent et on perd quasiment jamais de clients. Bon, c'est bon signe. Oui, mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Dès qu'on a fermé quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui va trouver autre chose. Ouais, c'est un abonnement, c'est comme un abonnement au téléphone. Il faut le renouveler. Dites-moi, juste une question qui me brûle les lèvres. Quand il y a des tentatives de rançon, enfin, des demandes de rançon qui sont exprimées par ces groupes, est-ce qu'il faut payer ? Alors, on a travaillé sur beaucoup, je pourrais vous raconter des histoires absolument improbables là-dessus, intéressantes d'ailleurs, mais ne jamais payer. Si vous payez une fois, vous paierez 2 fois, c'est ça qu'il faut comprendre ? Non, oui, parce que c'est industrialisé. De toute façon, les méthodologies font que vous aurez d'autres serveurs qui vont être ouverts, qui vont être rançonnés, comme vous dites, ça, c'est le vrai nom en plus. Hein. Et on va vous demander de repayer. Non, prévenir la police. En France, on a des équipes de police qui sont démentiellement bonnes. Vraiment, on a travaillé dans des cas absolument incroyables et ils sont très bons. Ils vont aider les grands groupes. L'ANSSI, quand vous êtes un grand groupe, l'agence nationale, oui. Voilà, c'est ça. Aide aussi également. Les équipes de Guillaume Poupard, ils savent très bien faire. Ils peuvent débarquer un peu en pompier, en urgence. On a aussi des grands groupes comme Siebel Angel qui complètement aident. Nous, on a été sur des cas où travailler avec le FBI ou Europol où les attaquants finalement se font attraper par 20 policiers au milieu en Suisse, menottes au poignet. Enfin, il y a des cas qui sont complètement délirants. Ouais. Et c'est la force en fait de transformer l'aspect cyber
à l'aspect réel. C'est-à-dire, quand on arrive à sortir ces petits gars qui font des choses, mais qu'on les arrive à amener dans le réel, c'est là où souvent ils sont attrapés. Une question sur le Tech 40. Next 40. Next 40, pardon. Le Next 40. Next, c'est demain, c'est ça, c'est l'économie de demain en réalité. Alors je sais que le ministre de l'économie est très attaché, qui vous a pouponné les uns et les autres là. C'est très bien. D'ailleurs, est-ce qu'on est bon dans ce domaine? C'est intéressant, le Next 40, vous avez cité beaucoup d'entreprises, Doctolib, Cityscoot, tout ça. Ouais. Vous avez cité les entreprises B2C qui vendent aux consommateurs. Parce que c'est vrai que voilà, le grand public connaît que. Bien sûr. Nous, on est des entreprises un petit peu plus discrètes, puisqu'on travaille directement avec des grands groupes. On ne va pas vendre aux particuliers. Et donc, on est un deuxième pan. Il faut que ça grossisse. On ne peut pas rester sur des entreprises qui sont que B2C. Il y a des entreprises, il faut du B2B. Et il faut qu'on soit des entreprises qui soient mondiales d'un coup. On ne peut pas rester en France. Et vous avez les capitaux dont vous avez besoin. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec la recherche sur les vaccins. On sait qu'il manque de l'argent. Il manque d'investisseurs dans certains cas. Est-ce que vous n'êtes pas en panne de financement? Est-ce que vous en avez assez? Ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, ça c'est assez dingue ce qui s'est passé. Il y a eu depuis la création de la French Tech, d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant. Il y avait au début un manque de financement sur ce qu'on appelle le seed, quand on a une idée. Ouais. Ensuite, il y a un manque, ça a été résolu. Manque de financement, ce qu'on appelle les séries A, on commence à avoir du revenu. Et ensuite, manque de financement sur les séries B. Ça, c'était là où Cybelle Angel a été intervenu. On a levé 51 millions de dollars en tout. Et donc la dernière, c'était en janvier. Tout ça, ça a été résolu par étapes. Seed, série A, série B. Maintenant, aujourd'hui, la dernière étape, et le gouvernement le sait, parce que nous, on en discute, on sert un peu de poisson pilote pour tout ça avec le Next 40, c'est effectivement les introductions en bourse, ce qu'on appelle les exits, les rachats par des grands groupes. Au final, les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises ont probablement pas l'argent pour acheter ces sociétés-là. La bourse européenne n'est pas assez grosse. Donc, souvent, les grands groupes, enfin les entreprises comme ça se tournent vers les acheteurs américains ou la bourse américaine. Mais je précise ma question. Vous avez envie de rester dans votre entreprise. Vous l'avez créée. Ce n'est pas pour la vendre demain, devenir très riche et puis... Non, passer les vacances au bord de la mer. Non, je suis un hyperactif, ça m'ennuiera assez rapidement. Important, le sens de ce qu'on fait. On protège les grands groupes contre des fuites de données qui leur coûteraient des millions de dollars et des centaines de milliers. Je pense qu'avec Cybelle Angel, on a sauvé des centaines de milliers d'emplois en évitant aux grands groupes de perdre autant d'argent. Moi, dans ma société, j'ai embauché des centaines de personnes et on va être 300-400 dans quelques années. C'est des emplois de jeunes personnes en France qui se mettent à avoir un appart et des choses comme ça. Donc, on a une vraie vocation sociétale. Tout le Next 40, tout le French Tech 120, c'est 40 000 emplois. 10 000 emplois créés l'année dernière. Il y a une vraie raison sociale. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter et de faire la culbute et de partir. Pour moi, ma société, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour moi, pour mes employés, qui sont géniaux, et pour la société en général. Et ensuite, ça nécessitera nécessairement d'être aux États-Unis, d'être fort aux États-Unis. Et si un jour, ça nécessite de s'associer, de faire un partenariat avec un grand groupe américain ou une bourse américaine, eh ben on le fera. Parce que ça permettra à la recherche et développement française de continuer à vivre, et aussi toute l'expérience des entrepreneurs qui viendront aider tout l'écosystème. Merci Erwan Kirodi. Bravo d'abord pour tout ça. Et puis on se reverra régulièrement. De plus en plus gros, j'allais dire non, de plus en plus robuste, de plus en plus solide. Dans un petit instant, je reçois Alexis Gar